faire de la qualité que de la quantité. Ça veut dire qu'on va essayer de faire 2 activités par mois à cause du manque du personnel à la maison. Et il faut savoir aussi que organiser une activité, c'est un gros boulot sur le plan de la com, etc. Voilà, on ne va pas donner plus de... Voilà, on va dire on va rester positif. Voilà, on ne va pas être dans le négatif. Et voilà, aujourd'hui, donc, M. Razal Lapter nous fait l'honneur de nous présenter à Nagreki pour la première fois en Algérie. Hein, c'est ça, hein, il va nous en dire un mot. Donc, on est les premiers, on a vraiment l'exclusivité. Merci beaucoup pour cela. Voilà, donc on a eu la semaine dernière M. Mohamed autour du proverbe algérien dans la culture d'entreprise. C'était aussi un sujet très original. Aujourd'hui, on enchaîne sur un Nagreki où l'amour avec la rage du cœur. Ah, c'est au cœur. Voilà, c'est une erreur, apparemment. Ah, mais il y a du cœur. Oui, c'est au cœur, apparemment, voilà. J'annonce les prochaines conférences, j'en profite puisque vous êtes tous là. Donc, la semaine prochaine, il reste dans 10 jours, le 24 novembre, on aura un atelier d'écriture pour ceux qui veulent. Celle. Oui, il y en aura des scènes. Il y en a un présent parmi d'autres. Il y a monsieur Hanifi Ahmed, on en profite parce qu'il est de Marseille, il est aussi là. Donc il repasse par Oran. On va le prendre au vol, c'est déjà décidé. Donc ce sera le dimanche 24 à 13h30, 14h. Je vais l'annoncer, restez branchés. Comme d'habitude, c'est un après-midi entier au lieu d'une journée. L'année dernière, on l'a fait pendant toute une journée. Donc cette année, ça va être un après-midi parce qu'il fait aussi ailleurs, dans d'autres lieux. Ensuite, nous enchaînerons avec celle, Madame Esma Moumen, qui est architecte de formation et qui nous fera une exposition poético-artistique ou artistique-poétique, voilà les deux, avec de très belles choses qu'elle fabrique elle-même. Donc ce sera au mois de janvier. Avant cela, on aura, monsieur, c'était pour te faire plaisir Fatma, on aura un groupe composé d'hommes et de femmes, avec des gens de Mostaganem autour de Kaki. Il y aura sûrement monsieur Barka Al-Khdab. Donc ils ont travaillé sur un projet sur Kaki. Donc ils viendront nous présenter cela au mois de décembre. Et ensuite, nous terminerons le mois de janvier. Je reviens au mois de janvier. On changera complètement de thématique. On ira à l'environnement et dans le monde des océans et des mers, autour du plastique dans la mer, dans la Méditerranée, avec un spécialiste de la mer et membre d'une association maritime et des océans. Voilà, pour le moment, c'est le programme officiel, décidé, confirmé, sauf s'il y a changement de dernière minute. Ça peut arriver, mais pour le moment, c'est confirmé, restez branchés. Sinon, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre ami Razali pour ce livre-là. Voilà, pour notre public virtuel qui nous suit. Nous avons déjà un bon public qui est sur place. Voilà, je l'ai parcouru tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de le parcourir hier, désolée. Donc tout à l'heure, c'est un livre d'amour, de lutte, de nostalgie, de profondeur, d'amour pour le pays, d'amour pour l'être humain, d'amour pour la terre, etc., etc. Je ne vais pas en dire plus. Et donc, Razali, est-ce qu'il faut le présenter? Non, là, je ne crois pas. Il va se présenter. À ma connaissance, ancien éditeur, journaliste, écrivain, il profite de sa retraite pour se consacrer à l'écriture. Et voilà, et la preuve nous en sort un dernier qui est magnifique. Et en plus, le personnage, elle est très belle. Je trouve qu'elle est très belle. Anna Greki. Je passe la parole sur la beauté. Tout d'abord, je vais essayer infiniment, comme je disais d'ailleurs la dernière fois, je dirais, chère Leïla, c'est moi qui suis à la fois très touché et très ému et très content. Je ne pas être honoré, je n'aime pas trop, d'être dans ce lieu d'abord, entouré de livres, c'est magnifique, et d'être avec ce beau public. Oui, il est très beau.
que je retrouve, j'imagine certains, après la présentation du dictionnaire de la bande dessinée. Oui, qui était au même moment l'année dernière. Voilà, pour celles et ceux qui étaient là à ce moment-là. Et donc, merci infiniment à vous tous, à vous toutes et à tous. Toutes d'abord. C'est le féministe qui parle. Et puis voilà, je suis très très content d'aborder, d'évoquer avec vous le thème de mon dernier ouvrage. C'est un récit qui porte sur la poétesse et la militante Anna Grecki. J'imagine que vous connaissez toutes et tous qui est Anna Grecki. Celles et ceux qui ne la connaissent pas ou la connaissent peu, je pense qu'ils vont découvrir à la fois une très grande militante qui s'est donnée, au sens propre du terme, corps et âme pour ce pays. Le seul pays possible, disait-elle dans son roman Inachevé. Elle n'avait pas d'autre terre que celle-là, son Algérie à elle. Donc la militante communiste, et surtout, peut-être surtout, la poétesse flamboyante qui est à l'origine de 2 recueils de poèmes, c'est tout ce qu'elle a écrit. L'un qui est le plus connu s'appelle Algérie, capitale Alger. Le deuxième, Temps fort, il est moins connu, il est sorti après son décès, j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Mais c'est surtout ce recueil-là qui l'a fait connaître. Alors tout à l'heure, j'ai demandé à Leïla où était le rayon littérature. Donc elle m'a indiqué le rayon littérature qui se trouve là, dans cette pièce. Je ne lui ai pas dit pourquoi, j'ai commencé à fouiner avec l'aide de mon ami. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, si jamais je tombe sur cet ouvrage, il n'y a que 3 possibilités. Soit tu me l'offres, soit je l'achète, soit je le vends. Elle m'a dit, je te l'offre. C'est quoi? Je lui ai dit, cet ouvrage s'appelle simplement Algérie, capitale, Alger. C'est un recueil de poèmes d'Anna Grecki. Elle est allée chercher sur l'ordinateur, malheureusement, ils l'ont. Donc, si vous l'avez, gardez-le précieusement, parce qu'il est épuisé. Si vous l'avez en double, offrez-moi le double. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous allez être en train de me dire, mais comment vous avez écrit un livre sur Anna Grecki et vous n'avez pas son recueil de poèmes? Ça arrive. Je connais sa poésie par cœur. Évidemment, les poèmes sont disponibles sur Internet, dans un certain nombre d'ouvrages. Mais ce recueil-là, il a été publié en petit nombre d'exemplaires en 1963, à la fois à Paris et à Tunis, chez Supervie à Paris et à la Société nationale d'édition et de diffusion à Tunis, avec une traduction de Taha Shri'a, une mauvaise traduction du français vers l'arabe, c'est un ouvrage bilingue. Et puis aujourd'hui, on ne le trouve plus. Il y a rien, j'ai cherché partout, on ne le trouve plus. C'est pas grave. J'ai redit après, j'avais repéré un autre livre, j'ai dit, mais j'ai trouvé un autre livre. Est-ce que tu peux me l'offrir au souvenir de cet après-midi poétique? Elle m'a dit prends ce que tu veux. Généreuse comme elle est, et j'ai pris ça. Poème algérien. Alors, ce livre s'appelle Espoir et Paroles, poème algérien. Il a été publié en 1962. Les poèmes ont été recueillis par une grande dame qui s'appelle Denise Bara. Vous voyez le lien avec le journaliste Bara, toute la famille Bara qui ont aidé l'Algérie, qui étaient des amis de l'Algérie, etc. Avec à l'intérieur des dessins de Bellanteur, un des grands artistes peintres algériens de l'époque. Aujourd'hui, son nom est pratiquement inconnu. Il faisait de belles choses. Je vous montre ça par exemple. Et pourquoi ce recueil? Simplement parce qu'il rassemble un certain nombre. Je viens de m'apercevoir qu'il a été coupé. Mais c'est original ça. Et donc ce recueil rassemble un certain nombre de poètes algériens très connus, j'en sais là. Une sorte d'anthologie. Nourdine Dafi. Et parmi ces poètes, il y a donc bien avant que Anna Grecki publie son recueil en 1963, Denise Bara
elle avait sélectionné 5 ou 6 poèmes qui sont là-dedans. 5 ou 6 poèmes envoyés, écrits à la prison Serkaji d'Alger, où il était, et retenus par Denis Bara, qui sont dans ce recueil. Ça, c'était juste l'introduction. Pourquoi nous sommes en retard? Parce qu'un ami devait nous joindre de Sidi Ben Abbas, que vous connaissez, qui s'appelle Hamid El-Ayashi. Voilà, et tout à l'heure, il m'a appelé, écoute, Zahari, j'arrive. J'ai dit oui, mais on va commencer, tu es où? Il m'a dit, pas loin d'Oran. J'ai dit, mais on commence à 15h. Vous ne pouvez pas patienter jusqu'à 15h30. C'est pour ça que vous avez pas fait patienter un petit peu. Là, il est pas encore arrivé. Bah, c'est pas grave. Je referai la conférence pour lui tout seul. Il y a de live, Il y a deux. Il n'a qu'à revoir la. Il y a deux lives. Il y a deux lives, Il oui. va nous rejoindre. Deux lives, oui. Alors maintenant, j'aborde le vif du sujet. J'ai une montre devant moi. Je vais essayer de ne pas dépasser une demi-heure, même si je parle beaucoup quand je suis passionné. En général, je suis mutique, je ne parle pas beaucoup. Mais quand je suis passionné. Les poèmes que vous avez trouvés dans ce livre, ils sont réédités dans Algérie. Ah, voilà. Je me en suis général, dit, je suis quelqu'un de mutique. Je ne parle pas beaucoup. Mais quand je suis passionné, je ne sais pas m'arrêter. C'est pour ça que je les montre devant moi pour pouvoir m'arrêter. D'autant plus que j'ai fait la connaissance d'Anna Griki dans le milieu des années 70 à la faculté centrale d'Alger, où était, étonnamment, enseigné un module réservé à Anna Griki qui durait 6 mois. Et donc j'ai fait 6 mois d'Anna Griki avec une dame qui s'appelle Madame Aziza Lounis, un de mes profs à côté de Madame Khadda Najat, que vous connaissez de nom, de Madame Christiane Achour, que vous connaissez de nom, et bien d'autres. C'était à la faculté centrale au milieu des années 70, il y avait ce modèle, et j'ai eu la chance donc de faire ce modèle pendant 6 mois. Et depuis ce jour, depuis le jour où j'ai découvert les poèmes d'Anna Griki, ma passion pour elle n'a cessé de grandir. Je dis connaissance, évidemment, dans le sens poétique du terme. Je n'ai pas connu Anna Griki dans la mesure où il est décédé en 1966, j'en parlerai, alors que moi j'ai débarqué à la fac en 1975-76. Voilà. Anna Griki est pour moi l'une des voix les plus originales et les plus déchirantes de la poésie algérienne, des poètes algériens et des poétesses algériennes de sa génération. C'est vraiment l'une des voix les plus originales et les plus déchirantes. La lecture de son recueil de poèmes, pour la première fois, Algérie, capitale d'Alger, quand je l'ai eu entre les mains, a eu sur moi le même effet, un choc, le même effet que la lecture de Nejma de Kate Bessim quand je l'ai lu la première fois. Il est évident que Anna Griki, vous avez vu la photo, c'est un livre. Non seulement c'est une femme d'une beauté coupée de souffle, mais ce n'est pas ça le plus important, et qu'elle est une femme très douée, une très grande poétesse, parmi les plus grandes, je viens de le dire, une militante qui s'est donnée corps et âme pour son pays, et une passionnée. Elle est née au début des années 30, 1931 exactement, à Batna, donc dans les Aurès. A vécu une partie de sa petite enfance à Batna et une autre partie à Mena. Mena est un village qui se trouve pas loin de Batna, à côté de Harris. Et c'est là qu'elle a vécu sa petite enfance. On peut l'imaginer dans un bourg, dans un qsar, des Aurès, avec tout ce qu'on peut imaginer à l'époque, ce qu'était la pauvreté, mais dans un environnement et des paysages absolument splendides, des paysages des Aurès. Et elle avait un ami de son âge, 6 ans, qui s'appelle Nedjaï, qu'elle a célébré dans un de ses poèmes qu'elle a consacré à Mana. Ce poème d'ailleurs s'appelle Mana, Nedjaï. Et cet ami, ce petit ami, l'a marqué à jamais. C'est pour ça qu'il lui a consacré un poème. Elle est née à Batna, sa petite enfance à Mena. Une fois qu'elle a atteint l'âge de rentrer à l'école, son père était instituteur, qui s'appelait René, instituteur à Mena de la seule école qui existait.
va aller à Skikda, elle va faire ses classes du primaire et du collège et du lycée à l'époque à Skikda, passer son bac, qu'elle arrive à décrocher à l'âge de 16 ans. Elle maîtrisait à la fois et le français et l'arabe. 16 ans, elle a son bac, elle part à la Sorbonne pour poursuivre des études de lettres modernes. Nous sommes en 49, 50. Et là, à Paris, à la Sorbonne, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui, lui, est né à 800-900 km de son lieu de naissance à elle. Il est né à Tlemcen. C'est un Tlemcenien, elle est Chaouia. C'est une Chaouia, elle dit mes amours Chaouia après d'ailleurs. 800 à 900 km. Il est né à Tlemcen. Lui aussi était brillant et s'est retrouvé après son bac qu'il a eu à 17 ans. Il y a tout un jeu de mots sur ça dans le livre. Se retrouve à la Sorbonne. Ils font connaissance et ils tombent amoureux, fous, éperdument amoureux de Colette. Ah, maintenant j'ai changé, je ne dis plus Anna Grecki, je dis Colette. Parce que son nom de jeune fille, c'est Anna Colette Grégoire. Son père, c'est René Grégoire. Anna Grecki, c'est un nom de plume. J'expliquerai après pourquoi elle a choisi Grecki. Donc, elle rencontre cet étudiant blanc, grand, mince, beau, romantique, brillant, et elle tombe amoureuse folle de lui, et c'est réciproque. Lui aussi l'aime à la folie, et ils forment un couple d'étudiants qui ne va plus se quitter jusqu'en 1954. Ils vivent à la fois d'amour, mais pas d'eau fraîche. C'était très dur pour les étudiants à l'époque. Donc ils vivent d'amour et de lutte. D'ailleurs, il y a un ami à nous que vous connaissez qui a écrit un ouvrage sur Anna Grecki qui s'appelle Abdelrahman Jelfaoui. Vous connaissez. Il a fait un essai en fait qui s'appelle Poème d'amour et poème de guerre. Lui a eu la chance de rencontrer des gens qui ont connu Anna Grecki et il les a interviewés. L'ouvrage, on le trouve dans certaines librairies, a été publié par Caspar les éditions Caspar en 2012, si je me souviens son nom. C'est un bon livre. Et c'est un essai, ce n'est pas un récit, c'est un essai. Et donc ils vont vivre cette période de 49 à 54, 53 54, vraiment une période de lutte dans les groupes de langue. On appelait ça les groupes de langue. C'était les étudiants tunisiens, algériens, marocains, antillais, etc., qui s'étaient regroupés en groupes. Ils appelaient ça groupe de langue. Et essentiellement, il y avait parmi ces groupes des nationalistes algériens. Vous trouvez Mustafa Al-Ashraf, Mohamed Yazid, je ne sais plus quoi encore. Donc des nationalistes algériens, soit PPA, soit NTLD, des communistes algériens et des militants d'origine chrétienne, des chrétiens. Ils étaient dans ces groupes de langue, répartis par pays, par région. Et ils se battaient sur différents fronts parce qu'ils avaient tous adopté les idées anticolonialistes, les idées contre les conquêtes, contre tout ça. Et il y avait un grand monsieur parmi eux, enfin qui deviendra un grand monsieur, qui s'appelle Jacques Vergès. Jacques Vergès qui lance le fameux avocat, qui a défendu les réseaux du FLN et qui a épousé Jamila Bouhira, donc on connaît l'histoire. Donc Jacques Vergès qui avait lui aussi lancé une revue anticolonialiste, un journal anticolonialiste dans lequel écrivaient beaucoup de ces gens-là et qui va jouer également un rôle important dans la prise de conscience de la lutte, de l'importance de la revendication de l'indépendance de l'Algérie. Et tout ce beau monde, imaginez, il y a Mohamed Issiakham, il y a Katib Yassine, il y a tous ces gens qui vont devenir des grands noms. Il y a Mohamed Nibkoron, qui venait d'ailleurs en 1956 de publier son premier roman, etc., etc. Imaginez ce Paris-là, le Paris des années 50, où tous ces étudiants maghrébins se rencontraient et les idées fusaient et on se battait à la fois pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, mais on se battait également pour le Vietnam, pour l'Algérie, pour l'indépendance, pour toutes les idées progressistes, comme on disait à l'époque.
normal, c'était soit des nationalistes de gauche, soit des communistes, soit des chrétiens proches des idées de gauche. Donc, il faut imaginer ça. Nous sommes à Paris, nous sommes en 1953-54. Colette, qui a quitté son Algérie, qui a quitté sa Betna, qui a quitté sa Mena, se retrouve dans ce Paris-là très mal. Elle n'arrive pas à se faire à cette ville, d'ailleurs qu'elle dit une ville grise et stressante, quelque chose comme ça, donc elle utilise des termes très forts par rapport à Paris qu'elle n'aime pas du tout. Elle ne pense qu'à une chose, revenir en Algérie, retrouver Mena, Betna, le soleil, Nedjaï, son ami, retrouver le ciel d'Algérie, parce que le ciel à Paris est bas, il est gris, il fait froid, et c'est pas sa tasse de thé, si je puis dire. Donc, elle ne pense qu'à ça. Elle revient évidemment en vacances en Algérie, là elle se retrouve, mais elle est obligée de retourner, évidemment, pour poursuivre des études. Lorsque la guerre de libération nationale éclate, comme tous ceux qui ont vécu dans les années 70 dans les luttes ici à Alger ou dans d'autres villes, comme moi, on passait plus de temps à nous battre dans les comités de volontariat ou les comités d'étudiants ou les CP pour améliorer les conditions socio-professionnelles des étudiants à la fac qu'à la fac elle-même. Donc, forcément, une licence de 3 ans ou de 4 ans, on la faisait en 4 ans, 5 ans, ça dépend. Et évidemment, comme elle et Sidi Ahmed étaient tout le temps sur le champ de bataille, les champs de bataille, elle ne va pas finir, elle va faire que de certificat d'agrégation, je ne sais plus quoi, elle ne va pas finir ses études, et lui non plus. La guerre éclate, ils décident de rentrer en Algérie, tous les deux, mais pas que. La majorité des étudiants du groupe de langue, et essentiellement les communistes parmi eux, rentrent en Algérie et décident de s'engager complètement dans le combat pour l'indépendance du pays. Donc certains vont dans les réseaux du Parti communiste algérien, qui va créer, avant 1956 et avant les accords avec le FLN de 1950, va créer ce qu'on appelle les combattants de la libération, les fameux CDL, dans lesquels vont se retrouver beaucoup de ces gens-là, les armes à la main. Certains vont tomber au champ des martyrs. Je pense à Maurice Laban, du côté de Biskra. Je pense à une de ses camarades de prison, je vais en parler tout à l'heure, qui s'appelle Raymond Péchard, communiste d'origine juive. C'est la seule qui a le statut de shahida, de martyr, et qui est enterrée au carré des martyrs à Alger. Raymond Péchard. Anna Griki lui a consacré, le jour où elle est tombée des armes à la main, lui a consacré un poème, à Raymond Péchard. Elle est morte du côté de Mujana, dans la région de Bourj-Bouhayrich. Elle se rendait avec des infirmières, sur ordre du FLN, elle se rendait en Tunisie. Malheureusement, son groupe est accroché par une troupe française. Les armes crépitent et certains n'arrivent pas à s'échapper. Certains des membres de son groupe vont mourir en martyr et elle va tomber des armes à la main. Raymond Péchard, parmi d'autres. Et donc ils rentrent. Certains s'engagent dans les CDL, d'autres dans les réseaux du FLN, et ainsi de suite. Et donc ils s'engagent complètement dans le combat dans la guerre de libération nationale, dans le lutte pour le pays. En 1956, elle habitait à Alger, parce qu'elle était de retour. Elle était inscrite dans une annexe de l'école normale supérieure de la Bouzaria, où elle poursuivait des études pour devenir enseignante. On les appelait les maîtresses enseignantes. Mais elle n'était pas à l'école de Bouzaria, elle était à la rue Zaatcha. La rue Zaatcha se trouve boulevard des Martyrs, pas loin de la radio et de la télévision algérienne. C'est une rue sur la gauche qui descend. Et là se trouvait l'annexe de l'école de Bouzaria, où elle allait avec son amie Claudine Lacascade, qui est son amie, avec d'autres, mais elle c'est son amie intime. Elle va partir tous les matins avec elle pour faire ses études là. Elles habitaient toutes les deux, avec une autre, dans une villa, chez une logeuse française. Et cette villa s'appelle la villa Mireille.
qui existe toujours. Elle se trouve au numéro 151 du boulevard des Martyrs. On appelait le boulevard Bru à l'époque. Boulevard Bru. Donc, que vous pouvez voir de l'extérieur. Elle est fermée, cette maison. J'ai essayé de la visiter, ça n'a pas été possible parce que le monsieur qui est propriétaire n'est pas là. Mais c'est pas méchant, j'ai vu l'extérieur, j'ai pris des photos, etc. C'est là qu'elle a habité. Et c'est là qu'un soir, maintenant nous sommes en plein dans la bataille d'Alger, les pouvoirs spéciaux sont votés, le général Massu et tous les paras de la terre et de ses environs descendent d'Alger, ils sont des milliers. C'est la répression féroce contre tout ce qui est militant, nationaliste, communiste, etc. etc. C'est une répression, l'une des pires répressions. Vous connaissez tous la bataille d'Alger, vous avez vu le film, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et à soir, on frappe à la porte de la villa Mireille, et c'est des paras de Massu qui débarquent. Ils mettent tout sens dessous, ils jettent tout par terre, ils menacent les habitantes, notamment Claudine Lacascade et Colette et Anna Colette Grégoire et les autres habitantes de la ville. Les menacent que si elles continuent à aider les Fellagas ou à s'intéresser aux Fellagas, vont avoir de gros problèmes. Le soir même, la villa est désertée, elle fuit, elle s'en vont, chacune de ce côté. Claudine Lacascade va à El Bière où elle avait loué un appartement qui servait aussi, comme la villa Mireille, de lieu de rencontre pour les nationalistes algériens. Elle va à El Bière, Colette, elle, va prendre le train et va partir à Annaba, où son père est directeur d'école. Donc elle débarque à Annaba, elle nous décrit son passage dans un très beau poème qui s'appelle Bonn 1956. Elle arrive à Annaba, elle va enseigner pendant une année à Annaba, dans une école primaire. Au bout d'une année, elle décide de rentrer à Alger. Nous sommes en 1957, le 31 mars. Elle prend le tram Inox de Annaba et débarque à la gare de la Raj. En sortant du train avec sa valise, il y a là les paras qui l'accueillent. Il la cagoule, il la menotte, il la jette dans la voiture et il démarre en trombe devant le regard éberlué des gens qui étaient là. Elle a 25 ans. Direction la villa Cézine, que vous connaissez probablement. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir un jour. C'est à côté de Mouradia, juste à côté du cimetière chrétien. On ne peut malheureusement pas rentrer. J'ai essayé, mais c'est verrouillé. Non, pas question. Elle dépend de la présidence et de l'armée, etc. C'est dommage. Mais on la voit de l'extérieur. C'est une des plus belles villas d'Alger. Donc elle est emmenée à la villa Cézine que les paras de Massu avaient pris comme Dieu, évidemment, de torture de tous les militants et de toutes les militantes de la bataille d'Alger qu'ils avaient. Et il y a là tout le monde. Et notamment Nassima Hablel, qui était la secrétaire de Aparambal. Il y a là Claudine Lacascade, il y a là Raymond Péchard, il y a là Colette, et il y a là. Il y aura là aussi Jamal Amrani. Et là, l'enfer commence. Mais l'enfer au sens propre du terme. Ça n'a rien à voir avec l'enfer que nous décrit dans les livres saints. C'est vraiment l'enfer de l'enfer de l'enfer. Elles sont démantelées. Elles sont torturées à mort. Elles subissent toutes les horreurs du monde, y compris le viol. Il y en a une seule qui en a parlé, vous avez lu son livre, c'est Louisette Iri Lahris, qui se trouvait avec elle, ainsi que toute sa famille. Donc, c'est la seule d'ailleurs Moujahida, vivante, qui a osé dire, dans un livre que vous connaissez, qui s'appelle Algérienne, qui a été publié par les éditions Casbah, qu'on trouve d'ailleurs, qui a été traduit vers l'arabe. C'est la seule qui a osé dire « j'ai été violée par les parents ». Elle n'est pas la seule. Elles sont énormément de femmes qui ont été soumises à toutes les horreurs qu'on peut imaginer par les parents. Elle va rester là pendant 2 mois, à subir tous les matins et tous les soirs la baignoire, l'électricité, les coups, le viol, les différentes violences. Elle voit aussi ses camarades torturés devant elle et violés devant elle, etc. Bref, je passe sur ce passage pas très joli. Et au bout d'un moment, on la présente au procureur.
le procureur décide de son incarcération. Je dis, il la présente après l'avoir rendue présentable. Et ils essaient de soigner ses blessures, de cacher le gros, etc. Mais il la présente. Et le procureur décide de la mettre en prison. Et elle va être emprisonnée avec les Moujahidats, les Jamilats, à Serkeji, l'actuel. Rappelez-moi le nom de la prison. La prison Serkeji. Barberousse. Ça s'appelait Serkeji en fait. On l'appelle Barberousse maintenant. Et donc elle est à Serkeji, ou à Barberousse qui est devenu Serkeji. C'est le contraire. Donc elle se retrouve à Serkeji, prisonnière, dans les dortoirs des femmes, le dortoir numéro 3 et numéro 4. Et quand on sort de l'enfer, de la torture, de la Sézini, c'est-à-dire l'horreur absolue. Et quand on va en prison, on se dit, ouf, la prison, c'est la prison, on ne va pas être torturé, on va être dans une cellule, il y a des gens, on va manger à sa faim, même si on ne mange pas à ça. Mais ce n'est pas la torture. Elle se dit, comme tous les autres, ouf, mais en fait, elle va là aussi connaître l'enfer. Sauf qu'il est différent de l'enfer de la Villa Sézini. C'est qu'à ce moment-là, la guillotine tournait à plein tube, si je puis dire. Et donc, tous les matins à l'aube, au petit matin, comme on dit, toute la prison était réveillée parce qu'on emmenait un condamné à mort vers la guillotine. Et on le savait, toute la prison le savait, que ce soit les droits communs ou que ce soit les politiques, comme elle, Misette et Lahris et tout ce bon monde. Et le prisonnier est emmené, on connaît la liste de tous ceux qui ont été guillotinés. Et dès que les femmes commencent à lancer les youyou, les Allahu Akbar, vive l'Algérie, bien sûr, ce que se trouve dans la Casbah, et de toit en toit, de terrasse en terrasse, de porte en porte, toute la Casbah sait qu'on emmène un moujahid à la guillotine. Et toute la Casbah, au petit matin, commence les chants, Menjibalina, Allahu Akbar, les youyou évidemment, Tahya Jazair, et ainsi de suite. Mais imaginez, vous êtes en prison, vous sortez de la Villa Sézini et vous avez des camarades à vous qu'on emmène pour leur couper la tête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est couper la tête d'un ami, d'un frère, d'un camarade, d'une sœur. Très peu de femmes ont été guillotinées. Le gros, ce sont des hommes. Là, il va rester pendant 2 ans, 18 mois environ à la prison Serkeji. Elle est libérée. Mais envoyé à Plimsouz, dans une caserne qui est un centre de tri en fait. Il y a 2 types de centres de tri à l'époque, il y avait 2 types de centres de tri, un tenu par les militaires et un tenu par les civils. Elle est envoyée dans un centre de tri de Plimsouz, c'est la liberté, c'est un plateau, tout s'est ouvert sur le ciel, il n'y a que des barbelés, de la boue, des punaises, des poux et la faim et les gardiens. On ne peut pas s'échapper, parce qu'on n'a nulle part où aller. On est libre, mais en fait, on est prisonnier. Et on a l'horreur de voir toutes les semaines, tous les 3 jours, un nazi, au sens propre du terme, c'est un nazi, qui s'appelle Feldmeyer, le Nesses, qui était le plus bourreau des bourreaux à la Villa Sézini, qui vient dans sa jeep pour chercher son prisonnier. Et quand il attrapait la personne, ligoté avec du fil de fer, il le jetait à l'arrière de la jeep, il démarrait en trombe, tout le monde savait que cette personne n'allait pas revenir, que c'était sa femme. Et on peut imaginer à la fois le soulagement que ça soit quelqu'un d'autre et pas soi, et en même temps la peine et la grande tristesse qu'on a pour une personne qu'on emmène et qui va mourir, qui va être torturé et assassiné, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il va être assassiné. Donc voilà, elle est à Plimsouz, arrive son ordre d'expulsion, 1959, donc arrive un ordre d'expulsion vers la France. Donc on l'envoie un billet de bateau de traité sur Marseille, et de là, elle va regagner la ville de ses grands-parents, qui est Avignon. Elle va à Avignon. Elle a échappé à la torture, à la mort, au camp de tri, à plein de choses, mais elle est complètement cassée.
elle va à Avignon, elle commence à se ressourcer. Elle fait le métier d'enseignante pendant 2 ans dans une école primaire. Et là, elle va, comme on dit, convoler en juste noces avec quelqu'un qu'elle a connu, un de ses camarades qu'elle a connu à la Sorbonne, qui s'appelle Jean-Claude Melki. Elle va se marier, elle va épouser Jean-Claude Melki et avoir un enfant avec lui, d'où l'explication, j'avais dit au début, du nom de Anna Guéric. Quand elle est devenue une poétesse, elle a publié son premier livre chez Supervie et à la Société nationale d'édition de Tunisie, elle a décidé de le publier sous un pseudonyme. En fait, c'est un nom composé. C'est Anna Colette, elle a gardé Anna, elle a enlevé Colette, et Gréki, c'est la composition de Grégoire, son nom de jeune fille, et Melki, le nom de son mari. Donc, c'est devenu aujourd'hui connu sous le nom d'Anna Gréki, la poétesse. Là, elle est à Avignon, mais elle ne pense qu'à une seule chose. Bien sûr, elle suit de très près l'actualité. Elle sait que Henri Alleg a publié le fameux livre La Question, donc sur la torture. Elle comprend que ce n'est pas la seule, que les paras, c'est la torture généralisée, que la bataille d'Alger était une horreur, etc., etc. Elle suit de très près, elle lit tout ce qui sort en France. Elle lit Le Témoin de Jamal Abrani, elle lit La Question, elle lit Les Déserteurs, elle lit tous ces livres publiés par un éditeur très courageux à l'époque, français, qui non m'échappe, mais c'est les éditions de Minuit. Je veux dire, c'est les éditions de Minuit qui font un travail extraordinaire. Hein? Nelson Anderson. Exactement. C'est Nelson Anderson, exactement. Donc il publie toute la littérature de combat des Algériens et des non-Algériens d'ailleurs, mais qui sont des soutiens des combattants algériens, des militants algériens. Donc elle suit de très près l'actualité, elle écrit même un poème ou deux, et puis à la veille de l'indépendance, quand les accords d'Évian le 18 mars sont signés, elle prend ses clics et ses claques, si je puis dire, et elle rentre avec son mari et son fils, ils vont à Tunis. Donc ils s'installent à Tunis pendant quelques temps, et dès que l'indépendance du pays est proclamée, elle rentre par la frontière tunisienne en Algérie, elle regagne Alger, sa capitale, Algérie capitale. Alger, c'est le titre de ce recueil, ne l'oubliez jamais. Ça sonne comme un étendard, comme quelque chose qu'on se dit. C'est l'Algérie, mon pays, et sa capitale est Alger, et j'adore Alger, et j'ai écrit un poème sur Alger, et c'est tout ça. Donc elle rentre dans son Algérie, et dans son Alger, et elle va enseigner, elle va se battre d'abord sur tous les fronts, se battre pour deux choses, pour le code de la nationalité, parce que imagine, c'est une Algérienne, née algérienne, à Bethlehem, qui s'est donné corps et âme, qui a été disloqué pour son pays, torturé, et tout le reste, c'est une Moujahida. Et arrive 62, les bureaucrates décident d'adopter une loi sur la nationalité. J'ai rien contre les lois sur la nationalité personnellement, mais au lieu d'accorder au moins le privilège pour ceux qu'on appelle aujourd'hui les amis de l'Algérie. Je dis toujours non, en Amérique, il n'est pas une amie de l'Algérie, c'est une Algérienne moujahide. Et donc, dans cette loi, dans ce code, il faut avoir derrière soi au moins 2 générations, c'est-à-dire bisaïeux ou térisaïeux, qui est algérien et musulman pour bénéficier de la nationalité algérienne. Et du statut de moujahida, c'est une autre chose. Donc, elle refuse de demander la nationalité. Elle dit, ma nationalité, ce n'est pas le fait que j'ai des ancêtres, l'Algérie c'est mon pays. 1, 2, je me suis donné pour elle. 3, j'ai rien à prouver, pourquoi je suis une moujahida. Et on ne lui donne pas de nationalité. Elle n'est pas la seule. Dans ces nappes, c'est la même chose. Il y en a beaucoup d'autres. Des Algériens d'origine européenne, qui sont des Algériens, parfois plus Algériens que d'autres Algériens, mais à qui on refusé la nationalité algérienne. Et donc pas de passeport. Elle est peinée, elle est attristée, elle est déçue, mais elle continue de se battre. Elle est à Révolution africaine. Elle écrit des articles. Elle fait connaître Fanon, qui avait publié en 61 son année de la Terre.
Elle travaille au ministère du Tourisme algérien. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait plein de choses. Et elle enseigne au lycée Abdelkader, ex-lycée Bijou. Elle enseigne le français à des classes de terminale jusqu'en 1966. Et en 1966 arrive l'horreur. Alors qu'elle avait vécu plein d'horreurs, c'est comme si elle n'avait pas été gâtée par la vie. Ouais. Elle va vivre une autre horreur après toutes celles que j'ai décrites. Et une dont je n'ai pas parlé, c'est que l'amour de sa vie, son grand amour, c'est Ahmed Inal, de la famille des Zin, on l'appelle des Zino d'ailleurs, parce qu'ils sont engagés, tous les frères se sont engagés dans la guerre de libération nationale. C'est Ahmed Inal qui avait, après le retour de Paris, elle est retournée à Alger, lui est parti à Tlemcen, a rejoint les Maquis, dans une des zones du Maquis, où il avait été très actif avec beaucoup de militants de l'époque nationaliste et communiste, et notamment les Guerres Rouges, Abdelkader et Jacqueline Guerrouge, ils vont se battre, et d'autres, je sais, c'est dommage, mais toute l'élite de Tlemcen, il faut imaginer, y compris Mohamed, ils vont se battre. Sid Ahmed, 25 ans, beau comme un dieu, intelligent comme on ne peut pas l'être, brillant, engagé complètement pour son pays, et qui va se retrouver évidemment au Djebel, les armes à la main, et un jour, son groupe est accroché, comme Raymond Poinchard dont j'avais parlé tout à l'heure, est accroché par un groupe une troupe française sous le commandement d'un capitaine qu'on appelle Vincent. Et lui était secrétaire de son responsable, et le groupe va se battre, mais les forces françaises sont en nombre sur l'armée, et la majorité vont mourir. Lui, pour protéger son responsable, il avait des papiers sur lui parce qu'il avait une machine à écrire, il tapait les PV du FLN. Comme il était responsable des secrets de la zone, il va se battre jusqu'au bout avec son pistolet contre les Français pour protéger à la fois son supérieur et les archives. Mais malheureusement, il va être blessé et tombé. Il est attrapé par le capitaine Vincent qui va l'emmener dans un haouch, pas loin du village où il est tombé. C'est pas à Tlemcen, c'est à côté, dans un village. Il va être soumis, torturé à mort. Je suis désolé de vous dire ces détails, mais c'est la vérité. Et Leïla me faisait tout à l'heure remarquer que c'est bien que ce livre tombe à la veille, au moment du 70e anniversaire de la révolution de 1954. Le capitaine Vincent va le torturer à mort. Il ne dit pas un mot. Il va lui crever les yeux. Il ne dit pas un mot. Et il va demander à ses soldats de l'arroser d'essence et de le brûler. Il est arrosé d'essence, il est brûlé vif. Ça, c'est Sid Ahmed Inal, le grand amour de Colette Grégoire, Anna Greki, à qui elle a consacré 5 de ses plus beaux poèmes, dont Algérie, capitale Alger. Donc, elle est à l'indépendance. Elle est enceinte pour la 2e fois, puisque son fils qui est né à Avignon a maintenant 6 ans et on ne sait pas si elle va avoir un petit frère ou une petite sœur. Le problème, c'est qu'elle souffre d'une maladie. Toujours avec Mekki. Toujours avec Mekki, oui. Avec Sid Ahmed, elle a vécu vraiment le grand amour, mais limité dans le temps, de 1949-50 jusqu'à son décès. Donc elle n'a pas eu le temps. C'était son amant, son grand amour. Et elle a une maladie rare, ce qu'on appelle un rhésus négatif. Donc son accouchement se passe mal à l'hôpital Mustapha, elle va décéder à l'hôpital Mustapha. Faute aussi de médicaments, parce qu'à l'époque il y avait la pénurie de médicaments, il n'y avait pas ce médicament pour arrêter les hémorragies. Donc elle va mourir à l'hôpital Mustapha. Vidé de sens. Et puis voilà, son histoire se termine. Sauf que elle aurait C'est pu... terminé en voulant donner la vie. Mais c'est exactement ça. Et c'est à ce moment que par mon récit, je viens et je termine sur ça d'ailleurs, elle décède. Elle aurait pu devenir une anonyme comme des centaines et des milliers d'autres femmes et d'autres hommes, militants ou pas, engagés ou pas, qui sont morts, soit les armes à la main, soit... Allez,
plus personne n'en aura jamais entendu parler, sauf que Anna Griki a publié un recueil de poèmes qui s'appelle Algérie, capitale d'Alger. 32 poèmes, aussi beaux les uns que les autres, et elle a eu la chance de faire partie de l'Union des écrivains algériens, la toute première, pas celle d'aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les vrais écrivains. Il y a la Katib Yassine, il y a la Mohamed Dib, il y a la Al-Khalifa, il y a la je ne sais pas qui, il y a tous les gens Sénac, il y a tous les grands noms, Hamzaji, et il y a Mohamed Khaddak, qui est son ami, et il y a. C'est Alger des années 60 qui malgré les interdictions d'Algérie républicaine, les problèmes qui se posaient, ils étaient là et rêvaient d'une Algérie qui n'est pas tout à fait celle qu'on vit aujourd'hui. Ils rêvaient d'une autre Algérie. Et donc, elle a eu cette chance de rencontrer et d'être l'amie de tous ces gens, Mohamed Khaddak, Jean Sénac, Mohamed Dib, Al-Khalifa, le poète, etc. etc. Et c'est là que l'histoire commence. Elle va rentrer, comme disait, je ne sais plus quel grand poète, je crois que c'est Titi Dafi, ils vont dans la légende et la légende leur ouvre ses bras. Anna Griki, avec Algérie, capitale Alger, est allée, après avoir subi toutes les horreurs du monde, dans la légende, et la légende lui a ouvert ses bras. Elle-même est devenue aujourd'hui une légende. Malheureusement, une légende pas très, très connue, selon moi, parce qu'elle mérite plus. Alors, je termine en vous disant simplement que je regrette, mais vraiment, j'aurais tant aimé qu'au moins un lycée porte son nom. Elle n'a pas eu la nationalité ni passeport, c'est pas grave. Qu'au moins par reconnaissance. Parce qu'elle a brandi un recueil de poèmes dont le titre veut te dire Algérie, capitale Alger. On ne peut pas mieux dire. Au moins un lycée à son nom. Au moins une rue à son nom. Au moins un lieu quelconque à son nom. Eh bien, ni à Betna, ni à Mena, ni à Arlis, ni à Skifda, ni à Annaba et ni à Alger. Ni à Tlemcen. Ni à Tlemcen. Il y a le nom d'Anna Griki. Heureusement qu'elle a laissé de le. Je termine en disant simplement que c'est là que démarre mon livre. Elle est à l'hôpital. On l'a emmenée d'urgence du lycée Lemel Abdelkader à la Mal, dans la cour, après avoir donné un cours sur la poésie. Et elle se sent mal, des douleurs. On l'emmène à l'hôpital Moustapha directement. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Ça, c'est l'imagination du poète, du romancier, de celui qui écrit le récit. Tout ce qui est ici est étayé. C'est-à-dire, les faits historiques sont réels. Mais il y a des blancs de l'histoire, ce qu'on appelle des blancs de l'histoire. C'est-à-dire il y a des moments, par exemple, ce qu'elle a vécu avec Sidi Ahmedina à Paris, j'ai cherché jusqu'au jour où j'espère, pas grand-chose. Son passage à Annaba, j'ai cherché où elle enseignait, pas grand-chose. Avignon également. Mais c'est pas grave, tout le reste on le sait. Et donc là démarre l'histoire, elle démarre simplement comme ça. On l'emmène à l'hôpital, on apprend à la fin qu'elle a eu mal au lycée Lemel Abdelkader, ex-Pujol. On l'emmène à l'hôpital, elle est à l'hôpital, elle rêve. Elle se dit ceci, elle s'appellera Houria. Ah oui. Ah, c'est votre imagination. C'est la fiction. Ce sera, ça fera plaisir à ce papier à parler tout à l'heure, de celles et ceux. Ce sera une fille. C'est la première phrase qu'on appelle l'équipée de le citer. Ce sera une fille. Elle s'appellera Houria. Houria comme Houria, le titre de l'organe central de mon parti, le Parti communiste algérien. Houria comme liberté, qu'elle a appris par cœur sur mes cahiers d'écolier. J'écris sur mon pupitre, j'écris ton nom, et lui a liberté. Houria comme. Ça sera une fille et pas autre chose. Bon, la fille ne viendra jamais. Mais, comment dire, mais pour moi, elle est là. Là, on peut donner libre cours à notre imagination. Voilà, alors la suite, je ne la raconte pas évidemment. Vous allez découvrir
tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce récit. Comme je m'appelle Zahar, c'est mon prénom. Souvent les gens confondent, ils disent Zahar, ils pensent que c'est mon nom de famille. Il y a des Zahari noms de famille. Les gens du haut plateau qui savent ça. Exactement, et plus spécifiquement la Guadeloupe. La Guadeloupe et sa région, c'est des visites. C'est de chanceux, c'est bien ça. Oui, le chanceux. En fait, c'est des Zahar, de la chance, hasard, peu importe. Oui, il y a un peu de chance là-dedans. Il y a la fleur, il y a la rose, ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez là-dedans. Donc, le Zahari, je me dis, j'ai eu de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que 55 ans, 56 ans après sa mort, après qu'il y ait des livres qui ont été écrits sur elle, très peu, hein, j'ai cité Abdelrahman Jalfaoui, il y a des correspondances avec Mohamed Khaddad, il y a un ouvrage qui a été publié par Lemni Saïdi, la poétesse, qui s'appelle Juste au-dessus du silence. En fait, elle a retraduit un certain nombre de ses poèmes qui figurent dans Algérie, capitale Alger, une très belle traduction. Bon, on n'a pas grand-chose. la préface avec Il a écrit un livre sur elle. Il a fait un travail, est-ce qu'après ça a pris forme d'un livre ou pas? C'est pas un livre, je l'aurais su. Peut-être qu'il a écrit des articles. Il y en a beaucoup qui ont écrit des articles. Il a énormément travaillé. Et donc je me dis, après avoir lu tout ça, et tout ce qui touche à l'environnement, dizaines de livres de l'époque, les étudiants, les engagements, les communistes, les nationalistes, il y a toute la liste derrière, il y a autour de 40 bouquins que j'ai dû lire pour remettre les choses en place. Il y a des blancs, et je parlais de choses parce que, parlant avec l'ami Saïdi, un jour je lui dis, écoute, est-ce que son fils est vivant? Son fils, Laurent, est-ce qu'il est vivant? Elle me dit, oui, il est vivant, et il vit à Paris. Je dis, est-ce que tu n'as pas moyen de le contacter? Elle me dit, si, j'ai son mail. Parce qu'elle avait travaillé sur un livre dont je vous ai parlé juste au-dessus. Donne-moi son mail, s'il te plaît. Donc, très prudemment, très diplomatiquement, j'écris un mail en disant, bonjour monsieur, est-ce que éventuellement, je lui envoie une photo, on voit un bébé avec sa maman, elle, d'ailleurs, qui est là. Est-ce que ce serait vous qui êtes sur cette photo avec la poétesse Anagri? Et puis, retour, au bout de quelques jours, il me dit, oui, c'est bien moi, je suis Laurent et je suis le fils d'Anagri. Génial. Je me dis, tente encore ta chance, j'envoie un autre mail en disant, est-ce que je suis en train, je suis écrivain algérien, etc., je suis en train de faire ceci et cela, est-ce que par hasard, vous auriez des informations sur son passage à Paris, ou ceci ou cela? Toujours prudemment, là il me répond, oui, elle a laissé des choses que j'ai à la maison, il faudra que je cherche parce que c'est une manne, il y a plein de choses dedans, etc. C'est génial, quelle chose. Personne depuis 1966 n'a eu accès à ça. Je réponds, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas me scanner quelques passages de ces carnets, ou s'il y a des cartes postales, des photos sur Avignon, Paris, etc. Ça m'intéresse parce que ça me permet de combler les blancs de mon récit. Et là, c'est la caverne d'Alibaba. Il commence à m'envoyer des documents que personne n'a jamais vu depuis son décès. Il suffit de demander. Personne n'a demandé. Oui. Peut-être un poème inédit écrit à Avignon, des photos, et surtout, des carnets. Ne mouvons pas tout le carnet, des passages. C'est des carnets qu'on appelle Rodia, si vous vous souvenez des carnets orange qui existaient avant. Elle écrivait en fait ces carnets. 5 carnets qui datent de 1949 à 1954. Donc elle tenait un journal. Elle tenait ce qu'on appelle un journal. 5 blocs noirs. Ça s'appelle des Rodias. À l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Et il commence à m'envoyer. Et je lis avec son écriture. C'est la première fois. Je vois l'écriture d'Anagri. Je suis ému aux larmes. Je me dis non, ce n'est pas possible. T'as de la chance. Et je continue. Et c'est ainsi que j'ai eu accès à ce trésor. Parce que c'est un trésor. Deuxième chance, la majorité des gens qui l'ont connu sont décédés. Mohamed Khaddad n'est plus là. Jamal Amrani est mort, c'était son ami et il le connaissait très bien. Et tous les autres. Jean Sénac est mort, il n'y a plus personne. Bon, j'ai un problème avec. Il n'y a aucune trace de Melki. De Melki. Son mari. Ah, justement, j'y allais. Ah. Non, Melki, on a des petites choses sur lui, comme quoi il était dans le groupe des langues, mais quand c'était pas, comment dire,
Comme ce n'était pas un militant qui a marqué les choses, c'était un Ouais, mais il camarade. peut être détenteur d'informations importantes. Sauf que Melvin n'est plus là. Ah. Et il est décédé. Et il y a son fils, celui dont j'ai parlé. Deuxième chose, il me dit oui, mais il y a Sid Ahmed Inal. Il y a des écrits sur Sid Ahmed Inal, sur les Moujahidines. On en trouve. Il y a des biographies, il y a des gens de Kibsel qui ont écrit, on peut les trouver sur Internet, dans des livres, des références. Mais Sid Ahmed Inal, c'était les Inos. Ja'far, Sid Ahmed, Khoum, la Khol, c'est toute une famille de militants communistes. La chance, c'est que je connais une dame qui travaille au Beaux-Arts, une amie à moi, qui s'appelle Souad Inal. J'appelle Souad, je dis Souad, excuse, je voudrais te demander quelque chose. Ton papa Ja'far, il est vivant, il est bien vivant, je ne me trompe pas. Elle me répond en disant, mais bien sûr qu'il est vivant, il habite à Al-Ashur. C'est à quelques kilomètres de chez moi, c'est à 5 minutes de chez moi. Et est-ce qu'il se porte bien? Elle m'a dit, tu sais, il a 90 ans presque, donc il est complètement. Il est très très mal. D'accord, mais est-ce qu'il a toute sa tête? Elle me dit pour ça, il a toute sa tête, ou presque. Tu peux me recommander? Moi je le connaissais, il a de nom. Je ne l'ai jamais rencontré. Elle me dit, tu te présentes quoi? Bien sûr, Zahra, tout de suite, téléphone. Elle m'envoie le téléphone, je l'ai appelé, appelle-le, je t'attends. Je prends le téléphone, j'appelle, c'est Ja'far, Ousrak, la base, alhamdoulilah, etc., etc. Est-ce que je pourrais passer vous voir, s'il vous plaît? Je suis à Alger, je fais ci et ça. Il me dit, avec grand plaisir. Quand? Demain, passez à 9h. D'accord, je suis juste à côté, à Monsieur. Le lendemain, je prends ma voiture, je débarque chez lui. Et j'ai devant moi l'histoire. Un survivant de Des contes modernes. Ja'far Inal, le frère de Ahmed Inal et de l'autre frère, ce qu'on appelle les Inos. Et la plus d'avant, j'ai dit voilà sur quoi je travaille, c'est Ja'far, j'ai eu la chance d'être en contact, etc. Là, j'ai dépassé de 5 minutes. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant, c'est passionnant. Et je lui dis donc, j'avance prudemment et je lui explique. D'abord, il va dans le couloir de sa maison, il décroche une photo du couloir que je n'avais pas vu en rentrant. Évidemment, je ne scrute pas les maisons quand je vais au salon, je m'installe au salon. Dans les maisons, la seule chose que je vois, ce ne sont pas ce n'est ni la vaisselle, ni ce que je vois, s'il y a une bibliothèque. Ouais. C'est comme ça que je juge les gens. S'il y a une bibliothèque, des revues, des livres, des journaux, je sais à qui j'ai affaire. S'il n'y a rien qu'une bibliothèque, de la belle vaisselle, même si elle est de millions, ça ne m'intéresse pas. Et je rentre, donc il y a plein de tableaux, parce que c'est un collectionneur, ils ont des Issiakham, des Khaddad, des Bayard, c'est des Inos. Donc il m'a dit de m'asseoir, je m'assois, tu veux un café? J'ai dit non merci. Il décroche le tableau et il me ramène. Et là, je ne pourrai jamais décrire l'émotion. Jamais. C'est un agrégé. On trouve des photos d'un agrégé sur Internet. Pas les photos que j'ai publiées, pas celles de la couverture. Celles-là, personne ne les a vues avant moi depuis 1966, à part son fils. Et donc, il me sort une photo, il me la ramène dans son cadre, je regarde. Colette Ahmed. Et je suis, comment on dit, sidéré. C'est la sidération. C'est la seule photo où on a Sid Ahmed Inal avec Colette à la Colette. Voilà. Avec Colette. Ils sont à la plage. Lui est à gauche, allongé sur le sable. Elle à sa droite, allongée sur le sable. Et entre les deux, il y a 4 enfants. Ce sont les enfants des Guérouches. Jacqueline et Abdelkader Mohamed. Donc il y a les enfants des Guérouches, ils sont tous à la plage à Ain Taïa. Je savais que Sid Ahmed avec Anna avait passé quelques jours avant leur arrestation à la plage de Ain Taïa et qu'ils se sont donnés à deux joies. Je dis entre les joies de la mer et de l'amour, il s'aimait, il va nager, etc. Ça a été 3 ou 4 jours de bonheur absolu. Et on a cette photo unique. Ils sont là, tous les deux, 25 ans, 24 ans, splendides. La photo est mieux encore. J'ose pas dire, est-ce que je peux. Si, j'ose dire, est-ce que je peux la prendre en photo? On me dit oui, bien sûr. Bon, je la prends.
Mais ce n'était pas suffisant. J'avais envie de lui dire, est-ce que vous pouvez me donner cette photo pour la scanner? Parce qu'il s'agit de la scanner en 300 dpi et en résolution pour l'édition et en même temps pour l'agrandir, voir les détails. Et j'ose poser la question. Il me dit, je vous assure, monsieur Ina, que demain matin, vous aurez la photo. Je la scanne, je la ramène, je la remets en place. Comme je suis ami de Souad, il me dit, oui, vous pouvez la prendre. Je me dis, t'es l'homme le plus heureux du monde. Et je l'étais à ce moment-là. Mais mieux que ça, il va se déplacer. Il me dit, excusez-moi. Il me vous voyez à ce moment-là. La générosité. Même s'il est beaucoup plus âgé que moi. Il va dans un coin et il sort une boîte. Et c'est une boîte d'argile. Et il me dit, tout Ahmed Bilal. Je me dis, c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Je suis en train de rêver. Conte merveilleux. Et il commence à sortir tout doucement ce qu'il y avait là. Deuxième trésor de la caverne d'Anival. Des photos, des lettres, de Paris. Et d'ailleurs, parce qu'il voyageait au Ahmed Ina, au moment où il était avec les collègues, des lettres, des cartes postales, des poèmes, pas de lui, qui lui ont été envoyés par des amis. Un carnet de Sidi Ahmed. Et plein d'autres choses. Une coupure de journaux. Là, j'avais devant moi. Et je commence, tchac, 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 avec l'autorisation, tchac, 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 tchac. Je le revois après, je dis, j'ai pris, mais c'est pas bon parce que quand j'ai grandi, c'est flou, est-ce que Et il m'a dit, prenez ce que vous voulez, scannez ce que vous voulez. Et là, je prends la boîte d'archives, je l'emmène à la maison, je scanne tous les documents qui m'intéressaient, je lui ramène le lendemain. Là, c'est confiance totale. Des amis. Grâce à Souad. Et grâce à Souad, évidemment. Et ils sont remerciés dès le début, tous les deux. Et puis voilà, j'avais une très grande partie de la vie de Sidi Ahmed Bilal et une grande partie de la vie de Colette sous les yeux, ce qui a permis au récit de se dérouler à partir du moment où j'ai imaginé à l'hôpital allons accoucher d'une fille que j'ai décidé que ce sera une fille qui s'appelle Horia, jusqu'à la fin. Alors, la fin, je ne vais pas vous la raconter, parce que curieusement, je vais juste vous zapater. Curieusement, quand je commence à dire, mais y compris à Jafar, mais elle est enterrée où en Agriki? Parce que maintenant, c'est en Agriki. Après 60 après la publication du prix, c'est en Agriki. Elle est enterrée où en Agriki? Personne. Mais personne ne sait où est enterré. Ah oui. Même son fils. Bon. Et elle a été enterrée par qui? D'abord, savoir où elle a été enterrée. Elle est morte en 66 à l'hôpital Mustafa, en couche, elle est morte et le bébé est mort. Et où elle est enterrée? Je me dis, bon, le mieux, puisque les gens sont morts, c'est d'aller chercher dans les archives. Je descends à Moudjahed, je demande l'année 66. Je commence d'abord par feuilleter toute l'année 66 et pour installer ce qu'on appelle le décor, l'ambiance, l'environnement, que s'est-il passé en 66? Il y avait des films nouveaux tous les jours dans toutes les salles d'Alger. Il devait y avoir 26 ou 27 salles ou 30 salles. Tous les jours, les derniers films qui sortaient à Paris étaient projetés à Alger. Il y avait la cinémathèque, il y avait le TNA. Ce jour-là, il neigeait à Shreya, il faisait un format de canard. Moudjahed publiait des caricatures de Haroun. Je note, je filme, je note. Pour installer l'ambiance du moment de sa mort. Sauf que sur sa mort, le 8 janvier 1966, 8 janvier, je trouve juste un article qui est signé par un journaliste, et qui dit le grand poète algérien, qui est mort hier, décédé hier. Je lis. Jusqu'à la fin, en disant tu vas trouver. À rien. J'arrive à la fin, le journaliste ne dit pas où est enterré un mort. Je vais sur Internet, je cherche. Je tombe sur une information qui dit elle est enterrée à l'Ali. Je me dis c'est génial, mais l'Ali, c'est là le poète. Je me dis oui, mais est-ce que c'est absolument certain? C'est une chrétienne, c'est une communiste, elle n'a pas eu la nationalité, serait-elle vraiment enterrée à l'Aïa? Alors je me dis, mais pourquoi ne pas chercher dans les cimetières? Et là, je décide de faire le cimetière chrétien d'Alger. Il y en a 4 principales, que vous connaissez.
celle de Moravia, celle d'Elpierre, celle de Blouet, celle de etc. Donc, il y a 4 grands cimetières. Et je fais, heureusement que les chrétiens, enfin l'archevêché, si je puis dire, ils tiennent à jour les. Ah oui, il y a un décès, Les registres. il est noté, la date, le jour et tout, là. Donc on me sort des archives, et je commence à chercher. Dans les 4 cimetières, nulle trace d'un mystère. Le nom. Et à la fin, j'écris à Laurent, je l'ai dit au début, j'écris à Laurent en disant, écoute, je cherche partout, je ne sais pas où est enterré avec qui. Est-ce que par hasard, tu sais où est enterré ta maman? Et là, il me répond, il me donne Colette. la clé du mystère, je l'ai. Ça se termine presque par ça, mais ce n'est pas encore fini. Ce livre est écrit à 3 voix, 2 voix principales, une narratrice et un narrateur. C'est elle et lui. La narratrice, c'est une narratrice supposée. Le narrateur, c'est le narrateur. Les deux, je veux dire que je dis par là que la narratrice, c'est une vraie personne dans la vie, dont je ne révèle pas le nom aujourd'hui. Supposée, qui m'a donné l'autorisation de l'utiliser comme narratrice supposée. Et il y a l'auteur qui, parfois, intervient au milieu des 2 narrateurs pour apporter sa petite touche. Et à la fin, on découvre où est enterré Anna Grecki d'abord, et ensuite qui est la narratrice supposée. Et cette belle histoire n'est pas terminée. Elle sera terminée pour moi le jour où une institution, un lycée, une rue, une ruelle, une place sera donnée dans ce pays au nom d'Anna Grecki, le pays pour lequel elle s'est disloquée, pour lequel elle s'est donnée corps et âme, et pour lequel elle dit dans son roman inachevé, parce qu'avec le bébé inachevé, elle nous a laissé un roman inachevé, où elle dit l'Algérie, mon pays, la seule terre possible. La seule terre possible. C'est l'Algérie, point barre. Algérie, capitale. Alger, je ne vais pas vous ennuyer davantage si vous avez des questions.